Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce podcast, nous nous retrouvons avec la championne du monde de trail long, Marion Delespierre. Bonjour Marion. Salut Hugo. Déjà, la première question, comment vas-tu depuis le championnat du monde de début juin? Eh ben écoute, ça va. J'ai eu une petite période de récupération, un peu de fatigue, mais différée par rapport à la fin de la course. C'est venu vraiment 10 jours après, une fois que j'étais bien remise dans mon quotidien. Et je pense qu'au niveau excitation, au niveau hormonal, tout est retombé. Et du coup, j'ai eu la vague de fatigue juste derrière, alors que quand je suis rentrée direct de Innsbruck, ça allait super. J'avais la forme, je dormais 3 heures par nuit, mais c'était quand même à fond. Et je me suis dit, bah, combien de temps ça va durer? Ça va bien péter un jour. Et puis voilà, après, tu vois, 10 jours après tout ça, et j'ai quand même bien senti la fatigue. Donc après, voilà, il faut l'accepter et puis écouter ses sensations, se reposer. De toute façon, comme je l'ai dit, j'ai pas d'objectif sur l'été, donc ça m'a pas inquiété outre mesure. Et je pense que ça fait aussi un peu partie du tout, et que physiquement et puis aussi peut-être un peu mentalement, ça relâche. Donc voilà, je pense que c'est une réaction normale après tous les événements précédents. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours dans le trail aujourd'hui? Oui, donc Marion Delespierre, je suis traileuse plutôt sur des formats longs, donc format ultra. Après, mon format de prédilection, c'est vraiment le 80-90. Je me suis frottée à 200 miles qui sont la diagonale en 2019 où j'ai fait deuxième, et l'UTMB en 2021 où j'ai fait quatrième. C'est les deux plus longs formats, mais en général, voilà, je préfère quand même les distances type mondiaux sur le format long qui était 85 kilomètres. Voilà, après on va dire que depuis 2014-2015, j'ai découvert le trail en médicalisant en fait l'UTMB parce que voilà, j'ai mon autre casquette aussi de médecin du sport sur Lyon. Et j'ai découvert vraiment le format long, le format ultra sur l'UTMB que j'ai eu la chance de médicaliser à 2 reprises. Et voilà, c'est ce qui m'a fait un peu rentrer dans le monde du trail. Et puis, au fur et à mesure, avec les années, j'ai allongé progressivement les distances pour me trouver sur un format 80-90 que j'affectionne énormément. Et puis, voilà, j'habite Lyon et je travaille sur Lyon dans mon cabinet de médecine du sport. Et puis, je cours à mes heures perdues. Justement, j'avais une question un peu sur ta vie en dehors du sport, entre guillemets. En tant que médecin sportif, médecin du sport, comment est-ce que tu vois l'impact de toute cette formation que tu as pu faire sur ta carrière de traileuse? Au niveau de physique, tu veux dire, ou Ouais, au niveau physique, au niveau préparation, etc. Comment est-ce que ça te sert en fait? par rapport, je pense au niveau gestion, planification de la saison? Ça a beaucoup d'impact, mon métier, parce que déjà, je peux pas courir partout, à droite, à gauche. Je suis obligée vraiment de choisir mes objectifs de par mon emploi du temps très chargé, et aussi dans les distances que je cours, parce que je trouve que voilà, c'est pas forcément sain de courir plusieurs ultras dans l'année et plusieurs longues courses, parce que ça laisse quand même pas mal de traces physiologiques, physiques et mentales, ce genre d'engagement. Donc c'est vrai que par la force des choses, de par mon métier, je peux pas prévoir beaucoup de courses dans une année, mais finalement, en termes de santé, ça me va aussi. Voilà, après, c'est tout ce qui va être blessure, tout ce qui va être pathologie secondaire à la course à pied. C'est vrai que du coup, j'y suis très sensibilisée parce que ça fait partie de mon métier. Donc voilà, j'essaye quand j'ai une douleur, ou quand il y a quelque chose que je trouve un peu anormal qui survient, j'essaie de m'en occuper quand même de manière assez précoce, et voilà, d'aller voir mes collègues kinés, ostéo, enfin mes confrères aussi au cabinet. Donc sur ça, voilà, c'est vrai que c'est plutôt bien. Et puis mes patients, bah, c'est vrai que j'adore avoir des coureurs à pied aussi en consultation. Je peux partager pas mal de choses, d'expérience avec eux, et je pense que j'ai quand même une certaine forme de petite légitimité quand je m'adresse à eux sur la gestion d'une saison ou la gestion d'une blessure. Donc voilà, il y a à la fois ça m'apporte de l'organisation dans mon travail, parce que bah, je m'entraîne entre midi et 2 ou le soir, et puis à la fois je m'organise pour ma saison avec mes contraintes professionnelles, et puis je peux partager mon expérience auprès de mes patients coureurs à pied, ou même plus globalement mes patients qui font du sport d'endurance,
d'ultra-endurance, que ce soit le vélo ou le triathlon. C'est voilà, quand on fait pas le même sport, de manière brute, mais on connaît ses efforts un peu longs et ce que ça engage au niveau, mental, nutritionnel et préparation, tant sur l'entraînement que la préparation physique avec, l'aspect renfo. Donc voilà, je pense que ça me permet de mixer un petit peu les 2, tant ma passion que mon métier. Très bien. Très intéressant. Pour continuer un peu du coup sur ton historique, en 2019, tu participes à la Maxi Race du lac d'Annecy, si je dis pas de bêtises. C'est ta première grande victoire. En 2023, 4 ans plus tard, tu finis championne du monde de trail long. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, comment s'est passée cette épreuve ouais, on peut dire que c'est une épreuve, hein, parce que quand même une grosse course de 86,9 km, 6500 mètres de dénivelé positif. Comment est-ce que du coup, tu as géré cette distance? Au niveau, de la gestion, du coup, c'était vraiment de la c'est ça, c'est de la gestion, en fait. C'est pas partir, il fallait pas, partir à fond. Enfin, il fallait quand même bien se placer sur les premiers kilomètres parce qu'on a eu une petite portion de plat au début, mais voilà, il fallait être tout en gestion sur, la première partie de course et puis après accélérer progressivement, sur le parcours, repérer. C'est toujours bien de repérer, voilà, ses points faibles, ses points forts et savoir à quel endroit on sera plus apte, plus à même de pouvoir poser cette petite accélération. Après, je l'ai pris vraiment comme une course, déjà, réaliser ce rêve de courir avec le maillot bleu, blanc, rouge, c'était déjà énorme pour moi. J'avais pu connaître, le vivre en Thaïlande, 7 mois auparavant et en plus ramener le titre, par équipe avec les filles et puis fêter aussi la victoire de Blandine. Et là, remettre le couvert, 7 mois après, c'était intense parce que, voilà, c'était un report avec le Covid. La Thaïlande, normalement, ça devait pas être, aussi rapproché. Ah. Donc avec les filles, c'est vrai qu'on avait à cœur de garder ce titre qu'on avait acquis quelques mois, auparavant. Donc c'était une énorme motivation, il y avait beaucoup de fierté et donc du coup, j'étais dans cette course, en me disant: «Voilà, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même sur le jour J pour essayer de faire le plus beau des résultats». Après, je t'avoue que je n'avais pas forcément, envisagé un tel, classement à la fin. Voilà, je pense vraiment, j'ai vraiment fait ma course. J'ai essayé de vraiment faire avec, les armes du jour et ça a payé. C'était le bon jour et j'en suis très heureuse parce que c'est vraiment une belle récompense, sur un travail, mené, avec mon entraîneur et dans ma vie de tous les jours, dans ma vie personnelle aussi. Ça implique quand même, aussi il faut le dire aussi, des sacrifices. Donc même si j'adore une prépa d'objectifs comme ça, il faut quand même, savoir, quand tu as peu de temps, ou enfin, en tout cas, quand ton temps est très timé, il faut voilà, ça implique quand même quelques choix, on va dire donc voilà, j'ai repensé un peu à tout ça pendant la course et je me suis dit: c'est le moment, si tu te sens bien, si tu as les jambes, il faut aller chercher, au maximum que tu puisses faire, pas seulement le team, le titre par équipe et du coup, voilà, c'est ce que ça a donné le jour J. Donc c'était très dur, mais j'ai quand même pris, aussi beaucoup de plaisir à être là. J'ai savouré énormément les montagnes autrichiennes. C'est vraiment un pays magnifique. C'était encore plus beau que la Thaïlande. C'était pas le même dépaysement, mais c'était vraiment magnifique et les montagnes autrichiennes, c'est vraiment à voir. Donc je recommande. Donc voilà, écoute, une gestion, de la course et avec le résultat final, que ça a donné, voilà, c'était inespéré et c'était, ouais, hyper positif et je pense que je vais en garder un souvenir, pour très longtemps de cette journée-là. C'est clair. Mais tu parles de bons jours. Je pense que ça se joue à plein de petits détails, pas que même le jour même. Nous, il y a quelque chose qui nous a surpris parce que du coup, on t'a regardé courir, on a regardé la course que tu faisais et il y a quelque chose qui nous a surpris, c'est un peu le côté stratégie. Comment est-ce que tu as réussi à reprendre l'avantage sur Katharina Hartmut? C'était assez impressionnant quand même de te voir repasser devant, etc. Et puis même de gagner en distance par rapport à elle une fois que tu l'avais dépassée. Tu peux nous parler un peu de cette stratégie que tu as mis en place Je t'avoue que ça va peut-être te décevoir, mais il y avait pas de stratégie, en fait. Enfin, en soi, au niveau classement comme ça, je m'étais pas du tout dit,
quand je m'avérais à cet endroit-là ou enfin, tu vois, j'en savais rien. Après, c'était ma stratégie, on va dire, personnelle, propre, en disant de tel kilomètre à tel kilomètre, je suis en gestion, je vais te dire, voilà, du 30e au 45e, et ben, je commence à un peu plus envoyer en descente, du 45e au 60e, j'essaie de relancer vraiment sur les parties plates. C'était ma stratégie à moi, mais qui dépendait pas du tout des autres, en fait. Enfin, c'était ce que je m'étais établi dans mon plan de course et dans ma feuille de route, en fait, personnelle. Après, voilà, c'est sûr que si tu as une fille d'une autre nationalité juste devant toi, bah, tu essaies de t'accrocher à elle. J'ai aussi beaucoup couru avec une autre Allemande avant que ce soit Katharina. Donc voilà, tu essaies de t'accrocher, de ne pas lâcher le wagon. Et donc ça, forcément, ça influe sur ta manière de courir. Mais on va dire que le socle, stratégie globale, pour moi, c'était vraiment mes sensations à moi mais travailler sur mes points forts en course. Et voilà, c'était pas tant ce qui se passait autour, quoi. Ouais, ok. Donc tu parles un peu enfin, faut que je dise autre chose que stratégie, mais dans l'idée, tu parles du fait que bah, de tel kilomètre à tel kilomètre, tu savais ce que tu allais faire. Il y a eu des repérages. Vous avez été avec l'équipe de France avant l'épreuve. Vous avez été avec l'équipe de France faire du repérage sur certains kilomètres, ou vous avez pu faire toute la course une première fois. Comment ça s'est Non, on passé? n'a pas pu parce que quand on y est allé, malheureusement, il y avait encore beaucoup de neige et tu as des parties qui étaient assez hautes en altitude, donc c'était complètement impraticable. Après, pour moi, on avait repéré quand même le principal, c'est-à-dire la première boucle, les 18 premiers kilomètres et la dernière ascension et la dernière descente. Enfin, pour moi, de toute façon, c'est ce qui est le plus important sur ce genre de format, c'est d'avoir cette visualisation de la première des 25 premiers kilomètres et puis les 20 derniers. Toute la partie du milieu, je ne la connaissais pas. C'était vraiment l'inconnu. J'avais eu des petites infos d'autres membres de l'équipe de France qui avaient pu revenir sur place et qui avaient pu arriver bien en amont de la course. Donc, ils avaient vraiment pu reconnaître la totalité du parcours parce que c'était déneigé fin mai, début juin. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est vrai que j'ai pas pu tout reconnaître. Mais après, voilà, ce qui avait été reconnu pour moi, était suffisant. Et après, j'ai eu des infos très gentiment d'autres de l'équipe. Très bien, très bien. Juste après la course, après avoir fini, après je pense le bonheur de se rendre compte que tu avais gagné, t'as dit qu'autant de dénivelé de kilomètres, c'était pas du tout bon pour la santé. Mais par contre, que tu serais prête à recourir d'ici quelques jours. Maintenant, ça fait 1 mois et demi. Est-ce que tu serais prêt à refaire la même course demain matin Demain matin, peut-être pas, parce que l'entraînement est plus du tout le même qu'en amont du 9 juin. Comme je t'ai dit, j'ai bien relâché et j'ai bien coupé aussi. Donc, je pense que mon corps, il n'accepterait pas, même si finalement, j'en suis capable, parce que c'est quand même un format que j'ai déjà fait plusieurs fois. Mais en fait, je voudrais pas le faire pour justement ne pas m'abîmer en n'étant pas prête. Je pense que pour faire ce genre de distance et de dénivelé, si musculairement et au niveau ostéo-articulaire, tu n'es pas prêt, tu t'abîmes plus qu'autre chose. Donc, je pourrais pas demain faire un 80 et 6000 tout simplement parce que là, j'ai pas l'entraînement. Mais voilà, tu me reposes la question dans 2 mois, je te répondrai sûrement différemment. Mais là, à l'instant T, on va dire que ce serait pas forcément une bonne idée. Je comprends, je comprends. L'avant-dernière question, c'est qu'aujourd'hui, du coup, tu es ambassadrice Meltonic. Et en fait, on aimerait savoir quels sont les produits que tu utilises pendant ces courses intenses. Quels sont aussi ceux que tu peux utiliser avant ou même après ces efforts. Qu'est-ce que c'est que ta routine avec Meltonic? Et ben alors, ma routine, c'est la boisson déjà que j'utilise énormément, qui est la boisson fruits rouges. C'est celle que je préfère et que je tolère énormément, enfin que je tolère très bien sur le plan digestif. Donc, j'avais toujours une flasque de la boisson parce que sur les ravitaillements, on a eu quelques ravitaillements assistés. Il y avait des ravitaillements autonomes, mais on avait des ravitaillements assistés par des membres de l'équipe de France. Donc, j'avais mes flasques préparées, prêtes avec la poudre Melto. Après, j'ai utilisé quand même des gels. Alors, c'est pas toujours à mon habitude, mais là, j'en ai pris quand même parce que il y avait des endroits où on avait quand même des longues portions
sans assistance. Et vu que c'était assez exigeant sur le plan physique, je voulais pas, au niveau énergie, je voulais pas manquer. Donc, en termes de rapport poids et apport d'énergie, je trouvais que les gels, tu vois, je prenais le coup de fouet, par exemple, ou le citron, enfin celui à la menthe. Je trouve que ça passe bien quand il fait chaud. Donc, j'avais quand même pas mal de gels. Et en tout début de course, j'utilisais les barres dattes. Étonné. Ok. Ouais, Je vois. voilà. Au tout début. Après, j'ai des difficultés un peu à mâcher, donc c'est des choses Ouais. que j'utilise moins en deuxième partie de course, mais en première partie, j'ai attaqué par ça, quoi. Donc, Ouais. voilà, globalement, c'est quand même la boisson, les gels et puis les barres dattes ou choco au tout début, en tout début de course, quoi, sur les 40 premiers kilomètres. Ouais. Du coup, un peu la dernière question. Maintenant, on a vu le passé, on a vu le présent, le futur. C'est quoi tes prochains objectifs, des courses en particulier, dans 2 mois, etc. Et qu'est-ce que tu prévois pour la suite? La question qui tue. Non, j'ai pas encore. Non, non, parce que j'ai pas encore établi précisément. Enfin, en tout cas pour 2023. Pour la suite, pour les, on va dire les années futures, ce serait vraiment de reporter le maillot de l'équipe de France. Ça, c'est quelque chose. Voilà, je l'ai dit, qui me tient à cœur et que je trouve fabuleux pour dans la vie d'un sportif, c'est de représenter son pays. Donc, si je peux encore le reporter, ce serait vraiment top. Notamment, j'ai dans un coin de ma tête les prochains mondiaux en 2025. Après, j'aimerais beaucoup faire des courses aux États-Unis. C'est quelque chose qui me travaille depuis quelques temps et j'ai pas encore eu trop l'opportunité parce qu'il y avait effectivement ces sélections en équipe de France où il fallait jouer le jeu. Ça matchait pas au niveau calendrier, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire une western ou une hard rock si j'arrive à avoir un dossard un jour. Donc ça, c'est vraiment pour le futur, c'est les objectifs, puis refaire l'UTMB, bien sûr. Ouais. Et après, dans le présent, pour cette année, comme je te dis, je verrai à la rentrée. Là, je me suis inscrite avec... je vais faire un swimrun. Tu vois, je voulais changer un peu aussi d'activité, vélo, natation. Donc, je fais un swimrun juste début septembre. Et puis après, pourquoi pas, tu vois, un Templier, Cape Town en décembre. Enfin, rien n'est encore défini. J'ai des idées en tête, mais j'ai pas encore arrêté le planning pour la fin d'année. Et remettre ton titre en jeu, ça te ferait pas? Du coup, aussi, en 2025, 2025. parce que c'est dans 2 ans. Donc voilà, c'est l'objectif aussi, quoi. Du coup, c'est comme ça que s'achève le podcast. Merci Marion pour ta présence, surtout pour cette discussion vraiment enrichissante. Merci à En toi. espérant Hugo. pouvoir te revoir performer dans les mois et années à venir. Merci. Et puis au plaisir de rééchanger à nouveau.